Bonjour les amis, la guerre de la chloroquine n'est pas terminée. Dans ma vidéo précédente, j'avais dénoncé l'étude du Lancet à propos de l'hydroxychloroquine. La suite n'a pas démenti mes propos, puisqu'aujourd'hui tout le monde dénonce le Lancet-Gate, sauf évidemment Olivier Véran. Mais l'étude Recovery vient d'annoncer qu'elle arrêtait son bras hydroxychloroquine car elle prouvait que l'hydroxychloroquine n'avait aucune efficacité. Et ce n'est pas tout. Une étude du New England Journal of Medicine publie un article prouvant soi-disant que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace à titre préventif. Alors, après le Lancet-Gate, le protocole Raoult serait-il finalement sans intérêt? C'est ce qu'a repris toute la presse en se léchant les babines. N'y aurait-il pas plutôt un anti-Raoult-Gate? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Générique. Oui, mes amis, la guerre de la chloroquine, ou plutôt la guerre de l'hydroxychloroquine, continue. Vous avez peut-être vu ma vidéo qui montrait que l'étude du Lancet, c'était du bidon. Je vous expliquais que cette étude, qui portait soi-disant sur 96 000 malades dans le monde entier, prétendait prouver que le traitement du professeur Raoult était non seulement inefficace, mais même dangereux et voire mortel. Toute la presse avait sauté sur cette occasion pour dénigrer ce traitement. L'OMS avait suspendu son étude sur l'hydroxychloroquine et notre génial ministre de la Santé, Olivier Véran, s'était empressé en moins de 48 heures de faire quasiment interdire tout usage de ce médicament. Cette étude portait sur des cas graves, alors que Raoult préconise son traitement à un stade peu avancé de la maladie. Elle ne précisait pas les doses et comportait de multiples points troublants que de nombreux scientifiques ont dénoncés, y compris des scientifiques sceptiques vis-à-vis de l'hydroxychloroquine. Si vous le voulez, vous pouvez vous reporter à cette vidéo. Le lien est dans la description. Je ne croyais pas si bien dire. La société Surgisphère, qui avait soi-disant collecté les données des 96 000 patients, société dont l'un des auteurs de l'article est le patron, eh bien, figurez-vous que cette société, qui était encore inconnue il y a quelques semaines, ne comporte en fait que 5 salariés, et en plus tous embauchés très récemment. Alors, même s'il s'agit d'une société de big data, vous comprenez bien que 5 personnes pour traiter 96 000 cas, ce n'est pas possible. Alors, surtout, lorsque parmi les 5 salariés, la directrice du marketing s'avère être une ancienne actrice porno. Devant le tollé des scientifiques, Surgisphère a refusé de communiquer ces données au prétexte que ses accords avec les hôpitaux concernés lui interdisaient de divulguer les noms de ses sources, c'est-à-dire de ses hôpitaux, et de divulguer les données. Alors la revue Lancet a publié un avertissement. Et puis les 3 autres auteurs de l'article, un peu embêtés, se sont rétractés. L'OMS a décidé de reprendre son essai sur l'hydroxychloroquine et il n'y a plus guère eu que Olivier Véran pour dire que ce n'est pas parce qu'une étude est discutée qu'elle est discutable. Voyons. Bref, cette étude était non seulement bidon, comme je le disais, ou encore foireuse, comme l'a dit le professeur Raoult, mais elle était truquée, avec des données inventées,
tout simplement une étude frauduleuse, une escroquerie. C'est pourquoi tout le monde parle maintenant de LancetGate. C'est alors que survient une communication de l'étude Recovery qui annonce que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace. C'est d'autant plus curieux que lors de l'apparition de l'article du Lancet, ce fameux LancetGate, les médecins chargés de cet essai avaient refusé d'interrompre leur étude sur cette molécule. Ils l'avaient fait contrairement à l'OMS ou au gouvernement français. Alors, depuis l'apparition de cet article, aussitôt, comme d'habitude, la presse française s'empare de cette nouvelle et partout les gros titres affichent l'hydroxychloroquine, ce n'est pas efficace. Voilà, par exemple, le journal Le Monde. Mais bon, je vais quand même lire la suite de l'article de ce journal Le Monde. Les résultats préliminaires du grand essai clinique à ce jour, incluant des patients hospitalisés pour un Covid-19, sont tombés. Nous avons conclu que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet bénéfique sur les patients hospitalisés avec Covid-19, ont annoncé vendredi 5 juin les professeurs Peter Orby et Martin Landray, Université d'Oxford, chercheurs en chef de l'essai britannique Recovery. Celui-ci a recruté depuis le mois de mars plus de 11 000 patients dans 175 hôpitaux du National Health Service du Royaume-Uni. L'annonce est intervenue de façon inattendue. La prochaine évaluation des données ne devait avoir lieu que le 11 juin, mais le jeudi 4 juin, l'Agence du médicament britannique a demandé au comité indépendant de contrôle des données de les examiner. Celles-ci, concernant l'hydroxychloroquine, ont conduit à constater l'absence d'effets bénéfiques. Nous avons donc décidé d'arrêter le recrutement des participants au bras hydroxychloroquine de l'essai Recovery avec effet immédiat, indiquent les professeurs Orby et Landray dans un communiqué. Nous publions maintenant les résultats préliminaires, car ils ont des implications importantes pour les soins aux patients et la santé publique. À ce stade, 1542 patients avaient reçu de l'hydroxychloroquine dans le cadre de l'essai Recovery, qui est dit randomisé, c'est-à-dire que les malades reçoivent l'un ou l'autre des traitements de manière aléatoire, mais de façon à créer des groupes comparables. Cet essai apporte un niveau de preuve plus élevé que les études dites observationnelles ou rétrospectives et réduit un certain nombre de biais. Résultat, il n'y a pas eu de différence significative dans le critère d'évaluation principal qui était la mortalité à 28 jours, 25,7% pour l'hydroxychloroquine contre 23,5% avec les soins habituels. Il n'y avait pas non plus de preuve d'effet bénéfique sur la durée du séjour à l'hôpital ou sur d'autres résultats, indiquent les responsables de Recovery, qui ajoutent que les résultats complets seront disponibles dès que possible. Cependant, l'article du Monde reconnaît que le protocole appliqué n'est pas du tout le protocole du professeur Raoult. Je poursuis. La conclusion de Recovery mettra-t-elle fin aux querelles entre les pro et anti-hydroxychloroquine? C'est peu probable, car l'essai britannique, testant séparément hydroxychloroquine et azithromycine, ne reproduirait pas à l'identique le protocole préconisé par Didier Raoult. Mieux encore, cet article fait référence à un commentaire du professeur Yazdan Yazdanpana, qui est loin d'être un chaud partisan de Didier Raoult. Donc je continue la lecture.
il faudra disposer des détails des résultats de Recovery pour mieux apprécier ce constat de non-efficacité, estime l'infectiologue Yazdan Yazdampana de l'hôpital Bichat, responsable du consortium Reacting qui pilote l'essai Discovery. Mais je suis très surpris de la mortalité très élevée dans les 2 bras, hydroxychloroquine et traitement standard. On met le doigt là sur un véritable problème, le problème de la mortalité très élevée, aussi bien chez les patients soumis à l'hydroxychloroquine que chez les patients du groupe témoin. Alors je me suis mis à chercher des explications dans différents journaux, voilà. Alors Libération, autrefois, c'était un journal de gauche. Le Monde, autrefois, c'était un journal sérieux. Le Figaro, autrefois, c'était un journal de droite. Eh ben, aujourd'hui, tous ces journaux disent la même chose et racontent les mêmes propos qui correspondent à la doxa officielle. Voilà. Le Figaro peut-être un peu moins, vous voyez, c'est bizarre, avec le temps, le monde change. Alors, ben, j'ai trouvé des explications en lisant François. Autrefois, je croyais que François, c'était un torchon. Ben, pas du tout. François, c'est pas du tout un torchon, c'est un journal où ils essayent d'analyser les choses et c'est eux qui m'ont éclairé sur ce fameux problème de la mortalité dans cet effet, dans cet essai Recovery. Voilà. Alors je découvre un titre sur François, Faits divers, suicide de l'essai Recovery à l'hydroxychloroquine. Soyons sérieux. Et je trouve les remarques suivantes. Cette étude est entre autres financée par la fondation Bill Gates, qui subventionnait également l'hôpital Brigham and Women's à Boston, d'où est sortie la fameuse étude MERA, retirée depuis. Oui, alors il fait allusion, là, l'étude MERA, c'est l'étude du Lancet, celle du Lancet Gate. Et ensuite, l'article revient sur la question du taux de mortalité chez les patients testés. Donc je continue. Le taux de mortalité, 23,6%, est très élevé par rapport aux études précédentes, notamment celle de Rosenberg et Alias dans JAMA, montrait 12,7% de mortalité dans le groupe témoin sur des patients sévères hospitalisés, ainsi que les statistiques France à 18,1% et dans les Bouches-du-Rhône de 12,9%. Bizarre. Le profil des patients âgés de 50 à 82 ans révèle que 76% des patients nécessitent un apport en oxygène, avec 27% de diabétiques, 27% de malades avec des problèmes cardiaques et 22% avec des affections pulmonaires. Ces patients paraissent particulièrement malades. Un début d'explication au taux élevé de mortalité? Et l'article explique cette surmortalité par un surdosage d'hydroxychloroquine donné aux patients, quasiment dose que prendrait quelqu'un qui veut se suicider. L'article cite l'alerte du Indian Clinical Medical Research sur le biais potentiellement créé par le dosage 4 fois plus élevé d'hydroxychloroquine dans l'essai Recovery que la dose normale. Cette alerte est d'ailleurs restée sans réponse. Et l'article poursuit. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans l'analyse de cette étude qui prescrit des quantités considérées comme surdosage par notre AMM et entraîne d'être hospitalisé immédiatement. Même sans être positif au Covid-19, vous vous retrouverez directement à la case urgence. Coïncidence? Bizarre? Le professeur Perron nous dit
la dose maximum autorisée par l'AMM, autorisation de mise sur le marché, est de 3 comprimés à 200 mg par jour. Avec Recovery, c'est 12 comprimés le premier jour. Suicide, mode d'emploi. On trouve la suite dans un autre article de François. Recovery, Brexit and Overdose. Voilà ce qu'on lit dans l'article. Mais pourquoi le MHRA, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMM, dans le cadre de Recovery, laisse-t-elle la possibilité de prescrire 4 fois la dose normalement recommandée en quantité maximale? Martin Landry, de l'étude Recovery, Martin Landry nous dit « Il n'y a pas de dosage recommandé pour le Covid-19, car c'est une nouvelle maladie. » Et pourquoi Martin Landry nous dit que les doses choisies sont en ligne avec les dosages utilisés pour d'autres maladies, telles que la dysenterie amibienne? Le professeur Perron nous dit « C'est bien la première fois que j'apprends qu'on utilise l'hydroxychloroquine dans la dysenterie amibienne, en plus à dose super toxique pour l'homme. Je pense qu'il a confondu l'hydroxychloroquine avec l'hydroxyquinoline. Si mon hypothèse est correcte, cela relève de l'incompétence. Le plus grave est l'utilisation d'une énorme dose, potentiellement mortelle. Bon, eh bien alors, on va faire une comparaison. On va comparer l'essai Recovery, un essai fictif que j'imagine, voilà, qui est un essai qui consisterait à prouver que le Doliprane est efficace contre le mal de tête ou au contraire qu'il n'est pas efficace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire une étude scientifique randomisée avec groupe témoin placebo, double aveugle, etc. Et on va recruter des gens qui sont au seuil de la mort, voilà, des gens extrêmement malades, qui ont non seulement un mal de tête, mais qui sont en train de mourir, quoi, voilà. Bon. Et alors, au groupe Doliprane, on donne 80 grammes de Doliprane. Alors, vous savez que le Doliprane, normalement, on doit donner par jour 3 ou 4 grammes, voilà, au-delà, ça devient très dangereux. Donc, on leur donne 80 grammes de Doliprane et aux autres, on leur donne rien. Alors, bon. Alors, de toute façon, si vous donnez 80 grammes de Doliprane à quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il meure, ou en tout cas, il va aller aux urgences et on aura beaucoup de mal à le réanimer. Voilà, il en sortira peut-être, mais en tout cas, il ne sera pas dans un état très brillant. Bon, alors donc, on donne 80 grammes de Doliprane au groupe Doliprane, voilà, et on donne rien au groupe pas Doliprane, au groupe témoin, mais sachant que de toute façon, tous ces gens-là sont des gens qui sont au seuil de la mort. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que, dans tous les cas, il y a une grande majorité de gens qui meurent. Voilà. Que ce soit dans le groupe Doliprane ou pas. Alors, il y en a peut-être qui, dans le groupe Doliprane, qui échappent parce qu'on les a réanimés, etc. Mais enfin, en gros, il y a la même proportion de morts dans ce groupe Doliprane ou dans le groupe témoin. Et qu'est-ce que conclut l'étude? Eh bien, le Doliprane n'est absolument pas utile contre le mal de tête. Voilà, c'est exactement ce qu'a fait l'étude Recovery. Voilà, vous savez tout. Et si vous voulez d'autres détails, ben, vous pourrez les trouver dans le blog de Patrice Giberti, dont je vais mettre le lien dans la description.
Je lis ensuite un autre article de François à propos d'une autre étude parue dans le New England Journal of Medicine, en abrégé NEJM. Le titre: Le diable est vraiment dans le détail. Après The Lancet, nous remettons en cause le New England Journal of Medicine. L'étude Bulwer de l'Université du Minnesota, parue le 3 juin 2020 dans le NEJM, s'apparente en tout à une étude classique randomisée contrôlée avec groupe placebo. Nous avons demandé une interview à David Bulwer afin de comprendre, comme nous l'avions fait avec le docteur Mehra. Le service de presse de l'Université du Minnesota nous a orientés vers la docteure Emily Gibson McDonald, que nous avons interviewée et qui nous a donné les précisions sur le fonctionnement de l'étude. En soi, rien de plus traditionnel. On teste ici des 4 stratégies pour voir si l'hydroxychloroquine est efficace en mode prophylactique pour traiter les populations potentiellement à risque. Surprise, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas en mode prophylactique. Les tests statistiques sont formels, nous dit la docteure Gibson McDonald. Aucune différence entre le groupe traité à l'hydroxychloroquine et le groupe placebo. Alors on va au résultat, droit au résultat, et la seconde tranche de saucisson qui nous est servie. L'hydroxychloroquine ne fonctionne pas quand on regarde les degrés d'exposition de 1 jour, 2 jours, 3 jours et 4 jours. Nous posons la question à la docteure Gibson. Toutes les analyses statistiques ont été faites par le docteur Hulsick, puis nous les avons revues et validées comme il se doit, afin de pouvoir co-signer l'étude. C'est notre responsabilité. Nous reprenons les résultats, les voilà. Donc, résultats, étude Bulwer, mais de l'analyse François. Si on fait l'analyse comme les auteurs l'ont fait sur 1 jour à 4 jours, indépendamment, on trouve des différences non significatives. Cela veut dire que l'écart de mesure entre les 2 chiffres ne peut pas être considéré comme pouvant entraîner une conclusion comme quoi le traitement fonctionne mieux que le placebo. Les bases statistiques apparaissent fiables, même si les échantillons sont un peu petits, et donc cela rend les tests statistiques plus délicats. Quand on regroupe les échantillons en personnes étant exposées à 1 à 2 jours ou à 1 à 3 jours, avec des échantillons plus grands et donc plus fiables, là les tests deviennent significatifs. Ainsi, la conclusion de l'étude Bulwer est erronée, ce qui plaiderait en faveur de l'hydroxychloroquine et changerait les conclusions de cette étude. Pour reprendre l'interprétation avec des mots simples, dans le cas du rédacteur de l'étude, ils ont testé s'il y avait un effet significatif entre le groupe placebo et le groupe traitement. En faisant cela par tranche d'exposition au traitement, ils arrivent à la conclusion que ce n'est pas statistiquement différent. L'analyste aurait dû vérifier sur des bases plus importantes en regroupant, comme nous l'avons proposé. Avec ces regroupements, les résultats deviennent statistiquement significatifs, c'est-à-dire qu'il y a un effet positif de l'hydroxychloroquine. Une institution comme NEJM a des comités de lecture et de revue. Après The Lancet, nous remettons en cause l'étude Bulwer parue hier dans le prestigieux New England Journal of Medicine. Il aura fallu 14 jours au Lancet pour retirer l'étude Mehra,
qui avait entraîné la suspension des tests de l'hydroxychloroquine. Combien de fois faudra-t-il au NEJM pour faire de même? Il est temps de conclure. Je ne suis pas un épistémologiste, c'est-à-dire un philosophe des sciences, mais je suivrai volontiers le grand philosophe Karl Popper lorsqu'il parle de conjecture et de réfutation. Une conjecture est une théorie scientifique qui semble marcher jusqu'au jour où elle est réfutée et remplacée par une nouvelle théorie permettant de mieux décrire une réalité que l'on n'atteindra jamais. Dans les sciences dures comme la physique, où l'on raisonne en termes de démonstration, on bâtit des modèles à partir d'hypothèses et on voit si ces modèles fonctionnent. Ainsi, la théorie de Newton fonctionne parfaitement dans la vie de tous les jours. Si vous lâchez une pomme, elle tombe. Mais cette théorie ne marche pas à l'échelle de l'univers et a été réfutée ensuite par la théorie de la relativité d'Einstein, elle-même réfutée par la suite, et ainsi de suite. La médecine n'est pas une science dure résoluble par des équations, mais une science expérimentale que seules les statistiques peuvent confirmer ou infirmer. La conjecture du professeur Raoult, c'est-à-dire le traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine qu'il préconise contre le Covid-19, semble fonctionner dans la pratique médicale quotidienne et confirmée par des études observationnelles des médecins de terrain, en France comme dans de nombreux pays étrangers. Comme toute théorie, elle est réfutable. Encore faut-il qu'on la réfute. Pour ce faire, certains ont préconisé des études randomisées respectant la méthodologie à la mode de nos jours, vous savez, groupe placebo, donc groupe témoin, blablabla. Bla. Entre parenthèses, ces méthodologies sont elles-mêmes réfutables. Très bien, bon, alors, encore faut-il que ces études randomisées soient sincères et non biaisées. Or, nous constatons que l'étude de Lancet était une escroquerie, que l'étude Recovery était biaisée par un surdosage d'hydroxychloroquine imposé à des personnes à l'article de la mort, et que l'étude du professeur Bauer reposait sur des interprétations statistiques très largement contestables. À ce jour, la conjecture du professeur Raoult n'a pas été réfutée, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais réfutée. Et pour l'instant, elle n'a pas été réfutée. Mais il est clair que tout est mis en œuvre pour contrer ce protocole, non seulement en France, mais même aussi au niveau international, même si de nombreux pays l'utilisent avec succès. Alors je le répète, pas de complotisme. Je ne crois pas à un complot mondial orchestré par Bill Gates et les sionistes pour imposer un vaccin avec une puce électronique en liaison avec la 5G. Je laisse toutes ces fadaises à l'inénarrable soi-disant lanceur d'alerte qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. Non, allez, on laisse tout ça de côté. Non. Il n'en reste pas moins qu'il y a d'éventuels conflits d'intérêts avec Bill Gates concernant l'étude du Lancet et l'étude Recovery, d'une part, et d'autre part, avec Gilead, promoteur du Remdesivir, concernant l'étude NEJM du professeur Bauer. Ces éventuels conflits d'intérêts me laissent perplexe, même si je pense que les chercheurs concernés sont probablement parfaitement honnêtes, sauf sans doute le patron de la société Surgisphère,
où là l'honnêteté très moyenne, voilà. Donc, bon, ils sont honnêtes, mais probablement manipulés par des lobbies. Bon, bref, tout est fait pour réfuter le protocole Raoult, même si certains ont les meilleures intentions du monde. Alors, il me semble qu'on peut bien parler d'un anti-Raoult-Guette. Et compte tenu des diverses tricheries, je ne peux pas m'empêcher de penser au scandale du Mediator. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.